sur la vie du président Trump. Samedi devait être une soirée joyeuse, célébrant la liberté d'expression garantie par le premier amendement avec vous tous, membres de la presse. Et c'est une personne malade, une personne vraiment malade? Des coups de feu ont retenti. Le président a été évacué en urgence. Des milliers de personnes se sont abritées. J'ai été évacuée de la salle principale après avoir entendu les coups de feu. Mais avant que le tireur présumé ne passe à l'acte, le FBI affirme qu'il a envoyé un manifeste à sa famille. D'après ce que j'ai compris, j'ai lu un manifeste. Il s'est radicalisé. Je parcours le document. Je suis Angenette Lévy et voici Crime Fix. Avant que nous entrions dans cette affaire, je veux vous parler d'une application que j'utilise et que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Upside. Elle permet de gagner de l'argent sur vos achats quotidiens, comme l'essence, les courses et repas à emporter. Il suffit de télécharger gratuitement Upside. Vous choisissez une offre parmi plus de 100 000 points de vente et payez avec votre carte de crédit. Ensuite, vous vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. Donc, disons que j'ai besoin de faire le plein ou que j'ai envie de commander à emporter un soir. Je vais d'abord chercher les offres d'Upside. Après avoir dépensé de l'argent, cela apparaît dans mon application et je peux le transférer directement sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside récupèrent en moyenne 254 $ par an. On ne peut pas faire mieux que ça. Alors, pour commencer à recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR qui s'affiche à l'écran et utilisez notre code promo CrimeFix pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 centimes par gallon sur votre premier plein d'essence. C'est un samedi soir, le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Une salle du Washington Hilton est remplie de journalistes, de politiciens et bien sûr du président. Beaucoup d'hommes en smoking et de femmes en robes fabuleuses. Puis un homme entre avec un fusil à pompe lors d'une soirée organisée pour célébrer le premier amendement. L'accusé, Cole Allen, est armé d'un fusil à pompe Mossberg calibre 12, d'un pistolet semi-automatique de calibre 38 et d'au moins 3 couteaux, selon le bureau du procureur fédéral. Il fonce sur un poste de contrôle de sécurité pendant le dîner des correspondants de la Maison-Blanche et des coups de feu sont tirés. Le président Trump est évacué en urgence de la scène. Le vice-président, les membres du cabinet et plus de 2500 invités se jettent tous au sol, certains à seulement quelques pieds de l'endroit où se trouvait le tireur. Le FBI affirme que Cole Allen a pris un train Amtrak de la Californie à Washington, D.C., transportant ses armes avec lui pour tenter de tuer le président et des membres de l'administration Trump. Aujourd'hui, le procureur général par intérim, Todd Blanche, a tenu une conférence de presse pour répondre à la version selon laquelle l'équipe de sécurité aurait échoué. Samedi soir, comme vous le savez tous, un acte de violence s'est produit lors d'un rassemblement qui symbolise quelque chose de fondamental pour notre système de gouvernement. La capacité d'une presse libre et des responsables publics à se réunir pour célébrer, sans crainte. L'acte a été stoppé grâce au courage et Cet acte horrible, a été stoppé grâce au courage et au professionnalisme des forces de l'ordre. Les agents qui ont répondu sans hésitation et ont fait leur travail comme ils avaient été formés à le faire. Le président Trump a publié sur Truth Social la vidéo de surveillance où l'on voit le suspect passer devant les agents de sécurité et à quelle vitesse tout s'est déroulé. Mais voici ce que vous ne savez peut-être pas. Selon le procureur général par intérim Todd Blanche, le suspect a pris une chambre dans cet hôtel la veille de l'événement. En fait, selon la procureure fédérale Jeanine Pirro, Allen a réservé sa chambre d'hôtel le 6 avril, le même jour où le président Trump a annoncé qu'il assisterait au dîner. Et quelques minutes avant de passer à l'acte, il a envoyé à sa famille un document qui est désormais qualifié de manifeste. Dans ce document que nous avons obtenu, le suspect expliquait qui il visait. Il a écrit que les responsables de l'administration étaient, je cite, priorisés du plus haut rang au plus bas. Il a présenté ses excuses à ses parents pour leur avoir menti sur la raison de son départ, disant qu'il avait un entretien. Il a présenté ses excuses à ses élèves pour avoir dit qu'il avait, je cite, une urgence personnelle, et il s'est donné un surnom. Il s'est appelé, je cite, Friendly Federal Assassin. C'est ce que rapporte le New York Post. La procureure générale par intérim Blanche a déclaré à Meet the Press de NBC que le suspect semblait vouloir cibler des membres de l'administration, dont probablement le président.
Ce manifeste révèle bien plus, tout comme ce que nous découvrons sur l'homme que la police accuse d'en être l'instigateur. Aujourd'hui, Allen a comparu pour la première fois devant un tribunal fédéral, faisant face à 3 chefs d'accusation. Premier chef d'accusation, tentative d'assassinat du président des États-Unis, passible de la réclusion à perpétuité. Deuxième chef d'accusation, transport d'une arme à feu d'un État à l'autre pour commettre un crime, passible de 10 ans de prison. Et troisième chef d'accusation, tir avec une arme à feu lors d'un crime violent, ce qui entraîne une peine minimale obligatoire de 10 ans de prison à purger consécutivement à toute autre peine. La procureure fédérale Jeanine Pirro déclare que d'autres chefs d'accusation sont attendus à mesure que l'enquête se poursuit. Et sur ce point, retournons à la même conférence de presse. La procureure fédérale Pirro a exposé les chefs d'accusation puis a lu directement le manifeste du suspect. Merci, Monsieur le procureur général. Le parcours de Cole Allen pour répondre de ses actes devant la justice pénale commence aujourd'hui. Todd Blanche vient de vous indiquer les chefs d'accusation. Ces chefs d'accusation sont seulement 3 des chefs d'accusation figurant dans la plainte qui a été déposée devant le tribunal fédéral il y a environ 1 heure. Il y aura d'autres chefs d'accusation à mesure que l'enquête se poursuivra. Mais ne vous y trompez pas, il s'agissait d'une tentative d'assassinat du président des États-Unis, l'accusé ayant clairement exprimé ses intentions. Et cette intention était de abattre autant de hauts responsables du gouvernement qu'il le pouvait. Le manifeste précise également quelles étaient les règles d'engagement qu'il s'était fixées. Vous savez, on peut le lire et ça peut sembler un peu là, mais à la fin, ne vous y trompez pas, il dit « Je vise les responsables de l'administration. Ce sont mes cibles et je donne la priorité du plus haut au plus bas dans la hiérarchie. » Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche avait lieu au Washington Hilton le samedi 25 avril et c'est un événement annuel. Des journalistes, des politiciens, des célébrités, des membres de l'administration en place à la Maison-Blanche à ce moment-là, tout le monde est là. Selon la police métropolitaine de Washington, vers 20h36, un homme a forcé un point de contrôle de sécurité dans le hall de l'hôtel. La police l'a identifié comme étant Cole Thomas Allen, âgé de 31 ans, originaire de Torrance, en Californie. La procureure générale par intérim Blanche a déclaré qu'Allen était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. Il aurait échangé des coups de feu avec des agents du Secret Service. Un agent du Secret Service a effectivement été touché par balle, mais selon les autorités, son gilet pare-balles lui a sauvé la vie. Jeanine Pirro, procureure fédérale pour le district de Columbia, était dans la salle de bal lors des tirs. Je suis à l'hôtel Washington Hilton. J'ai été évacué de la salle principale après avoir entendu les coups de feu. Le Secret Service sont désormais responsables de ce bâtiment, de cet hôtel. Je viens de parler à la maire Muriel Bowser. Elle est en route. Et le chef Jeffrey Carroll est en route. Il prendra le commandement dès son arrivée. Comme je l'ai dit, le président Trump a été évacué rapidement de la scène. Écoutez un extrait de ses propos plus tard à la Maison-Blanche devant les journalistes. C'était un événement dédié à la liberté d'expression qui était censé rassembler des membres des 2 partis avec des membres de la presse. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. Parce que le fait qu'ils se sont tout simplement unis, j'ai vu une salle qui était totalement unie. C'était d'une certaine manière très beau, une chose vraiment magnifique à voir. Un homme a attaqué un poste de sécurité armé de plusieurs armes et il a été neutralisé par des agents très courageux du Secret Service qui ont agi très rapidement. Et c'est une personne malade, une personne très malade. Et nous ne voulons pas que des choses comme ça arrivent. Le lendemain, le président Trump s'est entretenu avec 60 Minutes et il a parlé davantage du suspect. Il me semble avoir lu un manifeste. Il a été radicalisé. C'était un chrétien. Sa famille était très inquiète. C'était probablement un gars assez perturbé. Selon des responsables des forces de l'ordre qui se sont confiés à NBC News, la famille d'Allen était inquiète. Ils disent que le frère d'Allen a reçu la note et a contacté les autorités. Sa sœur a dit aux enquêteurs qu'il avait l'habitude de faire des déclarations radicales. Et ce soi-disant manifeste semble raconter une histoire plus complexe, sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Mais voici ce que le président a dit à ce sujet.
Je m'attendais à des caméras partout, des chambres sur écoute, des agents armés tous les 10 pieds et des détecteurs de métaux à foison, mais il n'y avait rien du tout. Il a écrit que ce niveau d'incompétence est insensé. Monsieur, vous en avez déjà eu 2. Eh bien, il était assez incompétent aussi parce qu'il s'est fait attraper, et il s'est fait attraper assez facilement. Donc je dirais qu'il était assez incompétent aussi. Le président Trump le traite d'incompétent, mais l'homme que la police accuse d'avoir écrit ceci ne serait pas d'accord, parce que voilà le problème. Ce ne sont pas de simples notes griffonnées sur une serviette. Selon la police, il s'agit d'un document de 1052 mots envoyé à sa famille environ 10 minutes avant qu'il ne soit accusé d'avoir attaqué ce point de contrôle. L'email était programmé pour être envoyé automatiquement. Il disait « J'aurais aimé pouvoir dire quelque chose plus tôt, mais le faire aurait rendu tout cela impossible. Je vous présente mes excuses les plus sincères pour tous les problèmes que j'ai causés. Bonjour à tous. Il se peut donc que j'ai surpris beaucoup de gens aujourd'hui. » Puis viennent les excuses. Je m'excuse auprès de mes parents d'avoir évoqué un problème et mentionné une interview sans préciser que c'était pour Most Wanted. Il s'excuse ensuite auprès de ses élèves d'avoir évoqué une urgence personnelle. Quand quelqu'un lira ceci, il est probable que je n'aurai plus besoin d'aller aux urgences, mais on ne peut pas dire que je ne me suis pas infligé cette situation. Ensuite, la raison. Il a écrit « Je suis citoyenne des États-Unis d'Amérique. Ce que font mes représentants rejaillit sur moi, et je ne suis plus disposée à permettre qu'un pédophile, violeur et traître me couvre les mains de ses crimes. » Allen n'a pas nommé le président Trump, mais selon le document, il a déclaré que les responsables de l'administration étaient ses cibles, classés par ordre de priorité du plus haut au plus bas rang. Il énumère ensuite ce qu'il appelle des réponses aux objections, anticipant que l'une d'elles serait « En tant que chrétienne, tu devrais tendre l'autre joue. » Sa réponse « Tendre l'autre joue, c'est quand tu es toi-même opprimé. Tendre l'autre joue quand quelqu'un d'autre est opprimé, ce n'est pas un comportement chrétien, c'est de la complicité dans les crimes de l'oppresseur. » Ensuite, le secret service, selon le Poste, il a écrit « Je m'attendais à des caméras de sécurité à chaque coin, des agents armés tous les 3 mètres, des détecteurs de métaux partout. Ce que j'ai eu, c'est rien du tout. » Il a dit que s'il avait été un agent iranien, il aurait pu apporter une mitrailleuse et personne ne l'aurait remarqué. Puis il a signé « Sincèrement Cold Force Friendly Federal Assassin Allen ». Selon la police, il a écrit cela. Alors, qui est ce suspect, Cole Allen? Selon sa page LinkedIn, il a une maîtrise en informatique de la California State University, Dominguez Hills, et une licence en génie mécanique du Caltech. C'est une très bonne école. En 2024, il a été honoré par C2 Education de Torrance, en Californie, en tant qu'enseignant du mois de décembre. Il a l'air d'être quelqu'un de très intelligent. Sa page LinkedIn affirme même qu'il a été boursier de recherche d'été à la NASA en 2014. Il a travaillé comme tuteur. Il a conçu un jeu vidéo appelé Boredom qui a été publié sur la plateforme Steam en 2018. Et en 2024, il a fait un don de $25 à la campagne présidentielle de Kamala Harris. Alors, analysons ce manifeste et essayons de le décortiquer un peu. Je voudrais faire intervenir Ashton Pack. Il est détective privé et aussi sergent détective à la retraite à Las Vegas. Merci beaucoup, Ashton, d'être avec nous. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Vous avez lu le manifeste. Je l'ai lu aussi. Et il y a certaines choses qui, je le sais, vous ont vraiment marqué. Alors, dites-moi ce qui vous a marqué dans ce document. Merci pour l'invitation. Oui, je lis ce manifeste. Nous avons appris ce type d'évaluation et d'analyse des menaces dans les forces de l'ordre, domaine où de nombreux enquêteurs travaillent aujourd'hui. Vous accumulez de nombreux griefs, agissant comme un accumulateur de griefs typiques. Et encore une fois, comme je le dis à des gens partout dans le pays, vous savez, des adultes de tout âge, des adolescents jusqu'aux personnes âgées, nous avons tous des griefs, nous sommes tous contrariés par quelque chose. Nous n'aimons pas la direction que prennent les choses. Pour beaucoup d'entre nous, un aspect du pays ou de la politique nous dérange. La plupart d'entre nous gèrent ces griefs et se lèvent le lendemain pour travailler car il faut payer des factures et soutenir nos familles. Mais ici, ce que nous voyons, c'est ce qui me semble être presque une maladie mentale mêlée à un profil d'accumulateur de griffes, peut-être un petit complexe de sauveur du genre « je vais régler ça, je vais réparer cette injustice » et peut-être essayer un peu de se poser en martyr, donc je vois beaucoup de ces nuances sous-jacentes dans ce manifeste. Et je vois aussi ce côté martyr. C'est écrit sur un ton où, en gros, on dirait qu'il pense qu'il va être tué en accomplissant cette mission dans laquelle il s'est lancé.
Juste le ton employé où il s'excuse auprès de tout le monde. Il pense qu'il sera déjà mort ou sur le point de l'être quand les gens liront ceci. Ouais, et donc c'est une façon presque glamour de disparaître en faisant en sorte que tout le monde connaisse votre nom. Et donc c'est la partie effrayante de ces attaques où les gens, je pense, ont vraiment ces idées qu'ils ne veulent plus vivre. Ce qui est malheureusement, tu sais, c'est un sentiment malheureux si les gens doivent faire face à ces croyances. Mais quand on ajoute un peu de radicalisation, peut-être via Internet ou via les réseaux sociaux, ou simplement la propagande à laquelle on est exposé chaque jour dans ce pays, le flot incessant, juste un bombardement constant d'informations pour lesquelles nos cerveaux n'ont jamais évolué. Tout cela, vous savez, ce fil Twitter constant ou fil X, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc oui, vous ajoutez un processus de radicalisation, vous accumulez ces griefs et le chemin vers la violence passe peut-être par le fait qu'il ne voulait pas survivre. Il commence par s'excuser auprès de tout le monde. Il dit « Je m'excuse auprès de mes parents d'avoir dit que j'avais un entretien sans préciser que c'était pour, je cite, le plus recherché. Oh là là, je m'excuse auprès de mes collègues et de mes étudiants d'avoir dit que j'avais une urgence personnelle. Au moment où quelqu'un lira ceci, j'aurai probablement vraiment besoin d'aller aux urgences, mais on ne peut guère dire que ce ne soit pas une situation auto-infligée. Je présente mes excuses à tous ceux avec qui j'ai voyagé, aux employés ayant manipulé mes bagages et aux autres personnes de l'hôtel qui n'étaient pas visées, que j'ai mises en danger simplement par ma présence. Donc tout cela était vraiment bien réfléchi. Il présente ses excuses aux gens, mais je veux dire, Dieu merci, les agents du secret service ont pu maîtriser cet homme et que personne d'autre, à part l'agent du secret service, n'a été blessé. Il a été touché, mais son gilet pare-balles l'a protégé. Il dit ne pas s'attendre à être pardonné. Et il explique pourquoi il a fait ça. C'est un citoyen des États-Unis d'Amérique. Et ce que font mes représentants rejaillit sur moi. Et il dit « Je ne suis plus disposé à permettre qu'un pédophile, un violeur et un traître salissent mes mains avec ses crimes. Pour être honnête, cela fait longtemps que je n'étais plus disposé, mais c'est la première vraie occasion d'agir. » Et il parle de la façon dont les responsables de l'administration, à l'exception de M. Patel, Kash Patel, le directeur du FBI, sont essentiellement ses cibles. Il dit qu'ils sont classés par ordre de priorité du plus haut au plus bas rang. Donc, il comptait aller là-bas pour éliminer tout le monde dans l'administration. Pourquoi Kash Patel n'est-il pas inclus sur cette liste? Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe là? Ça me semble être beaucoup de divagation. Il s'excuse pour ce qu'il dit qu'il va faire, mais ensuite il n'a aucun scrupule à ouvrir le feu. Ce que je suppose, c'est la division en uniforme du secret service des États-Unis. Tu sais qui, et Dieu merci pour les gilets pare-balles modernes, a sauvé la vie de cet agent? Donc il y a des paroles et il y a des actes. Je crois qu'il voulait tuer et tente peut-être de sauver les apparences devant ses parents. Il y a ici des problèmes de santé mentale, c'est vraiment malheureux. En tant que père d'enfants dans la vingtaine, je trouve que les problèmes restent très réels en vieillissant, comme quand ils étaient petits. Donc, j'ai beaucoup de peine pour ses parents et les personnes qui faisaient partie de sa famille et de sa vie, mais cela ne justifie pas ses actes. J'ai vu certaines moqueries envers le secret service lors de cet événement et je me gratte la tête parce qu'au bout du compte, le président des États-Unis, que vous l'aimiez ou non, il doit quitter la Maison-Blanche. Il doit assister à des événements. C'est le chef. La fonction de leader du monde libre reste la même, peu importe qu'on apprécie ou non la personne en poste. Donc, les agents du secret service, et j'ai travaillé avec eux à plusieurs reprises au cours de ma carrière dans les forces de l'ordre, mettent en place des cercles de sécurité superposés autour de l'événement. Ils travaillent avec la police locale, ils collaborent avec d'autres forces de l'ordre fédéral qui seront présentes pour protéger d'autres dignitaires, des membres VIP du public et les personnes présentes. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils pourraient faire de plus pour réduire les risques. Nous n'avons ni précog, ni unité des crimes du futur. Je sais que l'IA arrive et que ce sera une technologie puissante, mais comment peut-on connaître ce qu'il y a dans le cœur et l'esprit des gens, leurs intentions? On ne peut tout simplement pas. Il affirme être rentré dans cet hôtel avec des armes, mais elles n'étaient pas sorties. Beaucoup entrent avec des bagages. Si vous entrez dans un hôtel avec des armes à feu dans vos bagages, personne ne peut le deviner. On ne donne pas de boule de cristal à la réception du Hilton.
Et on suppose simplement que les gens dans un hôtel sont là pour y séjourner en tant que clients de l'hôtel. Donc, vous voyez, et je vois juste qu'il divague. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de troubles mentaux ici. Je pense. Vous savez, un processus de radicalisation qui a en quelque sorte saisi ce jeune homme. Il était en pratique un citoyen modèle, il était enseignant, il a reçu des récompenses. Il n'est pas dans une base de données, ce n'est pas une personne, il n'y a pas de base de données folle. Je dis toujours aux gens que ce n'est pas comme à la télé où il suffit de taper le nom de quelqu'un et tout apparaît. Nous ne vivons pas dans un état policier. Malgré l'opinion populaire, je suis certain que le secret service ont contrôlé tous les invités et résidents de l'hôtel en vérifiant s'ils avaient un casier judiciaire. Pour le président des États-Unis, c'est une question de sécurité nationale en raison de la proximité. Mais si vous êtes enseignant et que vous ne l'êtes pas, vous savez, et que vous avez la liberté d'expression, si vous dites « je n'aime pas ce type », vous savez, vous allez à une manifestation No Kings, vous n'êtes pas fiché dans une base de données. Nous avons toujours le droit à nos activités protégées par la Constitution. Donc, Oui. Et en ce qui concerne le secret service, il a dit qu'ils ne sont des cibles que si nécessaire et qu'il faut les neutraliser de manière non létale si possible. J'espère qu'ils portent des gilets pare-balles, car des tirs de fusil à pompe au torse causent de graves dégâts sans protection. Il mentionne ensuite la sécurité de l'hôtel, précisant qu'ils ne sont pas des cibles, sauf nécessité absolue ou s'ils me tirent dessus. La police du Capitole, c'est pareil que la sécurité de l'hôtel, la garde nationale, pareil que la sécurité de l'hôtel, les employés de l'hôtel, pas des cibles du tout. Les clients, pas des cibles du tout. Wow. Afin de minimiser les victimes, j'utiliserai aussi de la chevrotine plutôt que des projectiles uniques. Moins de pénétration à travers les murs. Il a vraiment bien réfléchi à tout ça. Je m'en prendrais quand même à presque tout le monde ici pour atteindre les cibles si c'était absolument nécessaire, en partant du principe que la plupart des gens ont choisi d'assister à un discours d'un pédophile, violeur et traître, et sont donc complices. Mais j'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là. Et ensuite, il passe en revue toute une série de réponses aux objections, quelque chose à propos de tendre l'autre joue. Il remercie ensuite sa famille, personnelle et ecclésiale, pour leur amour durant ces 31 ans. Merci à mes amis pour votre compagnie au fil des années. Merci à mes collègues de tous ces emplois pour votre positivité et votre professionnalisme. Merci à mes élèves pour votre enthousiasme et votre amour de l'apprentissage. Et il signe Cold Force Friendly Federal Assassin Allen. Je veux dire, c'est juste que je pense que tu as raison. Maladie mentale, radicalisation, probablement en ligne. Que penses-tu de cette signature? eh bien, tout ce qu'il dit, il minimise et justifie ses actes. Il minimise, tu sais, je vais utiliser de la chevrotine et il a dit, eh bien, je déteste te la prendre, mais la chevrotine de calibre 12, les forces de l'ordre l'utilisent pour une raison. D'accord, tu ne voulais pas traverser les murs, mais il minimise et justifie, comme je ne veux pas tuer de flics, mais je le ferai s'il me gêne. Tous ceux ici avec un badge et une arme vont riposter. C'est comme ça que ce jeu se joue, comme on l'a vu et comme on l'a constaté lors de toutes les tentatives précédentes de franchir le périmètre pour atteindre cette administration. Je répète souvent cela, surtout aux jeunes très frustrés par le système. Et aussi difficile que cela puisse être à entendre, la révolution a lieu tous les 2 ans dans l'isoloir lors des élections fédérales. Vous savez, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent bientôt, vous savez, en novembre. Vous pouvez changer le monde en novembre? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, ça demande du travail. Faire du bénévolat pour soutenir la personne opposée à celle que vous n'aimez pas demande énergie et temps. Et c'est altruiste. Vous n'êtes pas sous les projecteurs. Vous ne faites pas de S-Reels Instagram pour dire « regardez-moi, regardez-moi » comme un martyr. Donc la démocratie, c'est un travail fastidieux. C'est difficile d'aller sur le terrain et de soutenir une personne qui correspond le mieux à vos convictions politiques. C'est bien plus simple de faire cela et de voir son nom partout dans les grands titres de la presse nationale et internationale. Sans aucun doute, sans aucun doute. Et tu as raison à ce sujet. Cela demande du temps et des efforts. Et ça te fait aussi te demander ce qui se passait dans la vie de ce gars pour qu'il soit prêt à mourir pour ça. Je veux dire, parce que t'es prêt à... Est-ce que tu étais vraiment si malheureux dans ta vie? Les choses allaient-elles vraiment si mal? Ouais, je veux dire, instruit, employé, j'ai vu beaucoup de gens dans des situations bien pires qui n'adoptent pas ce nihilisme. C'est, je pense, un sujet que nous devons traiter en tant que pays, ainsi que les problèmes de santé mentale chez nos jeunes hommes. Le nihilisme s'ancre et étouffe la vie dans leur psyché, au point qu'ils ne voient aucune issue ni amélioration possible pour le pays.
Je ne sais pas si c'est la technologie ni si cela a été planifié ainsi. Vous savez, ce genre de propagande qu'on voit là-dedans, vous savez, on a perdu beaucoup de confiance dans les institutions et on peut voir à certains égards pourquoi. Mais oui, ce nihilisme est vraiment quelque chose de très effrayant. Et je vois des jeunes, surtout des jeunes hommes, je m'inquiète pour eux parce qu'ils ont l'impression, vous savez, qu'on leur fait passer le message qu'ils ne sont pas nécessaires, qu'ils ne sont pas désirés ou qu'on ne s'occupe pas d'eux. Et ce gars-là avait une famille, ce gars-là avait fait des études. Il se passait beaucoup de choses dans sa vie. Quant à savoir pourquoi il a adhéré à ça, je ne sais pas. Oui, et il a parlé de ce que ce serait s'il était un agent iranien au lieu d'être un citoyen américain. Et il parle du genre d'armes qu'il aurait pu apporter. Et puis il dit « Oh, et si quelqu'un se demande ce que ça fait de faire quelque chose comme ça, c'est horrible. J'ai envie de vomir. J'ai envie de pleurer pour toutes les choses que je voulais faire et que je ne ferai jamais. » Pour ceux qui lui font confiance et pour la confiance trahie, je ressens de la rage face à tout ce que cette administration a fait. Je ne peux vraiment pas la recommander. Restez à l'école, les enfants. Vraiment, vraiment, vraiment terrible. Oui, Beaucoup de bavardage ici, beaucoup de justifications. Vous savez, si la famille avait peut-être reçu ça un peu plus tôt, peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose, comme contacter les forces de l'ordre pour essayer de l'attraper. Vous savez, ça aurait été bien mieux de l'arrêter avant que les coups de feu ne soient tirés parce que maintenant il risque la prison à vie. comme avant. C'est peut-être une menace. Il existe des menaces terroristes, mais aussi de l'espoir. Grâce aux tribunaux, une lumière apparaît au bout du tunnel. Les flics enquêteront. Ils emmènent le gaz en prison, mais à la fin de la journée, personne n'a été blessé, personne ne s'est fait tirer dessus, il n'y a pas encore eu de violence. Voici comment sortir de l'idéologie. Comment aider ces jeunes hommes à en sortir? Comment pouvons-nous les sortir du trou de cette vision nihiliste du monde et de ce désir de devenir martyrs, de ne plus vouloir vivre, pour les en sortir et leur faire comprendre que, le monde est un endroit formidable. Il faut d'abord trouver la beauté en soi et se changer avant de pouvoir changer les autres. Éloigne-toi des appareils électroniques, c'est l'une des premières choses à faire, selon moi. D'accord. Merci beaucoup, Ashton Black. Je t'en suis reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir invité. Passe une excellente journée. Cole Allen sera de retour au tribunal plus tard ce mois-ci pour une audience de placement en détention. Vous vous souviendrez que c'est la 3e fois maintenant que quelqu'un a tenté d'assassiner le président Trump. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angela Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.